Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Catherine Moureau. Bonjour. Bonjour. Alors, députée fédérale, députée bruxelloise PS. Et on va parler avec vous, évidemment, du PS et aussi on va parler de Molenbeek. Commençons d'abord avec le PS, puisque selon toute vraisemblance, selon nos informations et selon la capitale aussi, Laurette Onkelinx aurait plutôt choisi Bruxelles plutôt que le fédéral, puisqu'elle avait dit qu'elle allait choisir entre les deux. Alors, je vais vous demander si c'est une bonne idée. Voilà 3 types de réactions possibles. Réaction A, sans Laurette, Bruxelles est perdue. Réaction B, sans Laurette, l'opposition au gouvernement Michel est perdue. C, il faut faire émerger de nouvelles personnalités au PS. Bon, le C, oui. Oui. Probablement, oui. Bien sûr, c'est une bonne idée. Maintenant, je pense que, oui, c'est partie de sa décision, mais je crois qu'il y a aussi une partie de sa décision qui est de s'investir à fond pour l'échéance communale. Ça, c'est certain que c'est un peu pour la majorité des politiques aujourd'hui l'échéance très très importante à venir. C'est pour ainsi dire demain. Donc ça veut dire que tout le monde s'investit au niveau local et puis on verra pour le reste? Non, parce que je pense que vous m'interrogerez sans doute sur la situation des gouvernements et singulièrement de ceux où le CDH reste part et qu'on va avoir là énormément de travail. Mais il n'empêche que l'échéance communale est dans les têtes, oui, évidemment. Et dans votre cas, à vous, par exemple, vous voulez absolument gagner à Molenbeek. Tout à fait. Et donc derrière, ce que vous vous dites, est-ce qu'on peut être à la fois à Molenbeek et au régional? Alors, ce n'est pas une question difficile pour moi, car Molenbeek, c'est pour ainsi dire 100 000 habitants. Et c'est une commune qui rencontre des défis monumentaux. Donc moi, c'est clair que si je monte à Molenbeek, je reste à Molenbeek. Donc pas question de cumul dans votre cas. Non, okay. non. Alors venons-en, vous parliez du CDH et de ses rapports avec le PS. Alors Benoît Serex, dans l'Écho ce matin, dit très clairement que le système socialiste est encore bien en place en région bruxelloise. Ça, c'est pour la région bruxelloise et pour Benoît Serex. Par contre, si on lit ce que Ada Gréoli dit dans la Libre Belgique, et elle parle de l'autre gouvernement, celui de la Fédération Wallonie-Bruxelles, elle dit que le PS y évolue positivement. Alors, qui vous croyez, Benoît Serex ou Ada Gréoli? Vous dire tout d'abord mon impression du jamais vu. Une crise initiée pour des raisons qui regardent Benoît Ludgen, mais qui aboutit finalement à des choses incompréhensibles. Moi, je vais vous dire, la plupart des citoyens ne comprennent absolument pas ce qui se passe. Et je ne veux pas vous vexer, la question de savoir si ce sera Gréoli, si ce sera Serex, personne dans les citoyens va se la poser. La crise vécue par le CDH, elle est immense. Quand vous voyez qu'ils viennent de perdre Joël Milquet comme chef de file pour les communales à Bruxelles-Ville, qu'est-ce qui se passe dans ce parti? Moi, je ne suis pas dans ce parti. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y en a un des deux, forcément, dont ce qu'il a dit ne va pas se réaliser. Alors, est-ce qu'on peut qualifier les propos de Matamoresque si c'est Serex qui dit quelque chose qui ne se réalisera pas? Je serais tentée de ça, c'est un peu... Et puis, de l'autre côté, on a une Ada Gréoli qui a été fer de lance de son président de parti. Souvenez-vous, quand elle s'est mise à attaquer les socialistes. Sur la première, c'était vraiment la catastrophe, les socialistes, pour lesquels il faut rappeler qu'elle a travaillé il y a quelques années. Enfin, c'est quand même un peu spécial. Et elle vient du monde des mutualités, qui est un monde qui est très social. Donc elle était vraiment là, fer de lance de son président de parti, puis elle reçoit, excusez-moi, la récompense de devenir vice-première du gouvernement wallon. Et voilà maintenant qu'elle est chargée, je pense, de faire le service après-vente et la courbe rentrante. S'étant rendu compte, parce que vous me dites, le CDH a un problème avec le PS, non, le CDH a un problème avec le pouvoir. Le CDH veut rester, alors même qu'il dit, je ne veux pas que vous restiez. Ça, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Tous ces gouvernements ont été issus d'élections, de scrutins, où le Parti socialiste a performé à ce moment-là. Et donc, on ne peut pas changer tout ça sur un coup de tête. Et c'est comme ça, je crois, qu'il faut analyser aujourd'hui les choses. Le CDH, en interne, point d'interrogation. Je pense qu'ils sont un peu perdus. Ça explique le double discours. Et ensuite, il y en a un des deux qui va forcément être démenti, quoi. Un des deux dit la vérité et on verra bien lequel. Mais dans votre cas et dans le cas des élus socialistes, est-ce que finalement, ce n'est pas une aubaine, ces problèmes qui touchent le CDH? Comme ça, on parle un peu moins des problèmes du SAMU social et des problèmes internes au PS. Vous savez, en tout cas moi,
à titre personnel, je ne vais pas parler pour les autres, je trouve que le spectacle politique qu'on donne aujourd'hui est lamentable. Pour moi, la faute en incombe, certes, à Yvon Mayer. Il a une faute très importante. Mais maintenant, Benoît Ludgen, excusez-moi, c'est n'importe quoi. Cette crise-ci, on s'en serait passé. Il reste 2 ans de législature régionale et fédérale. Si les régions ne continuent pas le boulot entamé correctement, si la Fédération Wallonie-Bruxelles, j'avais fait une carte blanche là-dessus il y a quelques semaines, ne remplit pas ses obligations vis-à-vis des parents et des étudiants, des élèves qui ont été mis sur la table par tous les acteurs dans le pacte d'excellence, mais où va-t-on? C'est ça la gestion publique, c'est tous ces enjeux-là, c'est les allocations familiales, c'est les baux à loyer, ça sont les choses, ce sont les vrais défis. Et cette crise politicienne, elle n'intéresse personne. Il faut aboutir. Le décret inscription, oui. Vous êtes pour sa suppression, comme Loretta Koellings? Non. Son adaptation? On ne va pas ouvrir tout le dossier du décret. Non, le dossier doit... En tout cas, vous ne voulez pas le supprimer. Écoutez, je pense que ce dossier mérite une attention de tous qui est extraordinaire. Et je pense que dans ce dossier, peut-être plus encore que dans d'autres, on ne peut pas se permettre, parce que l'enseignement est une machine énorme, qu'on ne peut pas se permettre de bouger comme ça en 2 minutes et tous les 2 ans. On doit faire attention à ce qu'on fait. Ça fait 10 ans Bien sûr, que beaucoup se plaignent. Mais donc on a trouvé maintenant une formule depuis plusieurs années. Je pense que si on veut changer, peut-être que ce n'est pas une fin de législature qui doit changer. Je ne suis pas sûre que se dépêcher en fin de législature pour changer quelque chose que tout le monde scolaire connaît maintenant depuis plusieurs années, auquel les parents se sont adaptés, soit une bonne idée. Alors, question aussi politique, la situation des migrants. On se rend compte qu'il y a presque 700 migrants qui voudraient aller, pour certains en Grande-Bretagne, pour d'autres peut-être rester ici, qui se retrouvent gare du Nord, parc Maximilien. Chaque jour, il y a une opération de police maintenant pour les décourager. Que doit faire la région? Que doit faire le fédéral et les communes aussi? Je crains qu'on soit de nouveau, Bruxelles soit de nouveau le terrain d'expérimentation de la NVA. Je m'explique. J'ai vu que Yann Yambon a expliqué qu'il ne fallait pas d'un nouveau Calais à Bruxelles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la portée symbolique de ce qu'il dit là. Ce sont des propos fondamentalement populistes. C'est remuer les mauvais sentiments de chacun. Pensez-vous vraiment sérieusement que Bruxelles et Calais soient comparables? Calais est le port de France le plus proche de la Grande-Bretagne. Nous sommes au milieu du pays, dans la capitale de l'Europe. Ça n'a rien à voir. Oui, on a quand même des centaines de personnes qui n'ont pas envie de rester à Bruxelles. Vous avez raison. Et donc la raison n'est pas que nous sommes comme Calais. La raison n'est pas que nous envoyons les gens favorablement vers la Grande-Bretagne. La raison est que la NVA rétrécit les cordons de la bourse de fait d'asile et de l'Office des étrangers, et il semblerait qu'aujourd'hui on ait des affiches à l'entrée de l'Office des étrangers pour dire à tout le monde que la seule solution c'est de rentrer chez eux. Alors si vous croyez qu'en disant comme ça de but en blanc, si vous entrez dans nos bureaux, on appelle, on vous met en centre fermé, et de toute façon la seule solution qu'on a c'est que vous rentriez chez vous, vous pensez que c'est quelque chose qui est entendable et qui va favoriser que ces gens bougent? Non, ces gens sont dans une détresse incroyable. Ces gens ont parfois traversé toute l'Europe. Certains, et je pense que dans votre sujet, dans le journal télévisé, c'était le cas, veulent rester en Belgique, espèrent fonder leur famille en Belgique. Donc, on n'est pas dans la situation de Calais. Il faut sauter ça de la tête. Par contre, la NVA, anti-migrants, anti-Bruxelles, le bordel ici, ça l'arrange. Et faire intervenir la police fédérale, dire qu'on est dangereux, dire que les migrants sont dangereux, dire que les Bruxellois ne savent pas gérer leur ville, ça l'arrange. Donc moi je pense que la demande des associations d'avoir un centre d'orientation qui n'a pas un caractère sécuritaire, qui donne un avis réellement objectif sur la situation de chacun, qui dit voici vos droits, et quand vous allez passer la porte de l'Office des étrangers, si on vous dit autre chose, ce n'est pas juste. Vous vous rendez compte d'où on en est? Ça, je pense que c'est une demande intéressante et qui devrait être poursuivie. Alors parlons de Molenbeek. On a passé ces derniers jours un reportage sur la rue du Presbytère, où il y a vraiment des problèmes, des travaux qui durent. Et un des témoins nous a dit que Molenbeek est un peu mal aimé. C'est difficile à Molenbeek. On a l'impression que les travaux n'en finissent pas, alors qu'ailleurs, dans Bruxelles, il n'y a aucun problème. Est-ce que d'abord, Molenbeek est mal aimé? D'abord sur la rue du Presbytère. Ouais. J'étais alertée à un moment donné qu'il y avait des rats. On a transmis ça. Il y a un conteneur qui a été enlevé. Je pense que
malheureusement, il n'y a pas toujours un bon dialogue entre la majorité actuelle et les habitants, et que donc il faut parfois qu'il y ait des interventions d'autres pour que certaines choses de base... On a besoin des socialistes. Pour que certaines choses de base se passent. Je vous passe le fait que l'éclairage dans la chaussée de Gand... Enfin, bon, ça c'est une première chose. Deuxième chose, votre question, elle est très intéressante, parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec Molenbeek ? Vous savez qu'on est dans un État à gouvernance multiple. Vous savez qu'on a la commune, la région, puis on a au-dessus le fédéral et on a l'Europe. Et plein de majorités différentes. Et plein de majorités différentes en plus en Belgique, avec une proportionnelle qui ne facilite pas les choses. Bon, ok, c'est la donnée. Qu'est-ce qui se passe à Molenbeek ? On a un pouvoir excessivement faible. Je vous donne un autre exemple que celui de la rue du Presbytère. Un autre exemple, c'est celui des travaux de la chaussée de Ninove. Donc, on a des travaux à la porte de Ninove qui sont des travaux très importants. On crée là des logements, on crée là un immense parc qui a pour vocation de devenir vraiment un nouveau pôle vert de Bruxelles. C'est très intéressant, c'est un très beau projet, c'est un projet qui a mis longtemps à être mûri, avec le pouvoir fédéral par l'intermédiaire de Bell'iris géré par Didier Reynders, avec les autorités régionales et avec la commune de Molenbeek. Enfin, c'est un chantier avec beaucoup de nuisances quand même pour les habitants. Et c'est un chantier avec des nuisances majeures. Et c'est là où je voulais en venir. Savez-vous que le Parti socialiste a demandé depuis des mois à ce que la commune puisse obtenir de Bell'iris un phasage des travaux. Pourquoi un phasage des travaux ? Tout simplement parce que les habitants qui, d'une manière ou d'une autre, soit bénéficier du flux de voitures, je pense aux commerçants notamment, sur la place de la Duchesse, etc., soit tout simplement pour se déplacer eux-mêmes, pour aller qui à l'école de son enfant qui est de l'autre côté du canal, qui faire ses courses, qui à son travail, devait pouvoir savoir quand le trafic automobile allait être établi, le trafic piéton, le trafic cycliste et les voies de transport en commun. Et tout ça n'a pas été fait ? La commune s'est avérée incapable de produire ce phasage. Je suis certaine, complètement certaine, que Bell'iris a un phasage de ses travaux. Vous pensez bien qu'un phasage de travaux de millions d'euros existe. La commune ne sait pas l'avoir. Et la commune ne gère pas. Dit, c'est pas nous, c'est pas ce qu'elle se mette. C'est Bell'iris, tout va bien. C'est ce qui vous amène à dire que la commune est faible. Merci Catherine Moureau, merci pour cette discussion. On retrouve demain Zakia Katabi qui sera interviewée par Stéphanie Meyer. D'ici là, bonne journée et bonne soirée à tous.